nous allons accueillir deux professeurs, chercheurs, Nathalie Dely-Colly, qui est professeure titulaire directrice de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, Madame Colly. Et nous allons également recevoir Marie-André Poirier de la table des directeurs de l'Université de Montréal. Alors, vous allez bien? Très bien, merci. Oui, merci. Alors, vous allez avoir une dizaine de minutes pour nous faire votre présentation et on va vous écouter avec soin. Donc, je vais débuter la présentation, puis Marie-André va la conclure. Quelques mots sur les... Donc, aujourd'hui, on voulait seulement présenter quelques mots sur la composition de la table des directeurs et directrices. En fait, il y a 10 universités au Québec qui ont des programmes en travail social. Donc, tout le réseau des universités du Québec et l'Université Laval, McGill, Montréal et Sherbrooke. Seule l'Université Concordia n'a pas de programme en travail social. Tous nos programmes ont reçu un agrément de l'Association canadienne de formation en travail social et ils sont reconnus par l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Évidemment, sans grande surprise, notre mémoire va toucher le thème D, qui est la formation initiale continue et la recherche en travail social. Notre mémoire comporte 8 propositions et nous avons fait le choix aujourd'hui pour faciliter compte tenu de la durée, de présenter que 4 propositions, 2 qui touchent la formation initiale que je vais faire et Marie-André va vous parler de 2 recommandations pour la recherche. Donc, moi, je vais vous parler des propositions 3 et 4 et Marie-André de la proposition 7 et 8 pour bien situer nos commissaires. C'est sûr que nous avons mis de l'avant dans le mémoire l'importance de maintenir nos hauts standards de formation en fonction des défis contemporains de la pratique du travail social, puis aussi tout le rôle essentiel de la recherche pour répondre à ces défis, mais aussi pour l'avancement des connaissances. Donc, nos 2 propositions sur la formation initiale qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui touchent essentiellement la formation pratique. Et pour comprendre la portée, donc, je vais quand même faire une mise en contexte et je vais lire les propositions pour les gens qui nous écoutent. Au cours des dernières années, les différentes écoles et unités au Québec ont implanté beaucoup de programmes dans plusieurs régions du Québec où comme à Sherbrooke et Montréal, ont augmenté les admissions pour vraiment rencontrer les besoins de la société de former plus de travailleurs sociaux. Mais le rehaussement de nombre de personnes qui sont en formation actuellement, évidemment, ça a un impact sur le nombre de stages que nous devons recruter. Et des stages qui vont offrir des occasions d'apprentissage à nos personnes étudiantes. Donc, l'enjeu du nombre de stages peut dépendre d'une région à l'autre. Il y a aussi, il y a un nombre de stages, mais il y a de trouver des superviseurs qui ont suffisamment d'expérience pour encadrer nos personnes étudiantes. Donc, et qui acceptent aussi de prendre des personnes en stage. Donc, ça, c'est un autre enjeu qu'on veut soulever. C'est sûr que ces enjeux, je pense, sont doublés en difficulté par le fait que le rôle des personnes superviseurs est peu reconnu ou valorisé dans plusieurs milieux. Et dans les dernières années, il y a peu de mesures aussi pour faciliter la tâche de la personne superviseur. Il n'y a pas d'allègement de la charge de cas ou de travail. Il y a peu de soutien clinique, surtout pour des nouveaux superviseurs. Et je mets des guillemets ici, c'est sûr qu'il y a ce qu'on entend dans les milieux de pratique, c'est que ça peut être lourd, là. C'est ça que je veux mettre en guillemets, d'avoir une personne en stage. Et pour les personnes superviseurs, c'est pas nécessairement vu comme une contribution à la relève, là, à la formation de la relève.
ça peut être lourd aussi parce que nos personnes étudiantes dans les dernières années, les besoins sociaux pédagogiques qui ont vraiment sont en augmentation. Donc, des personnes qui ont aussi des accommodements, ce qui fait qu'il peut, pour des jeunes personnes, pour des nouveaux superviseurs, ça peut être difficile. Donc, la proposition 3 se lit ainsi. Que les États généraux soulignent l'importance du rôle des personnes superviseurs en travail social et qu'ils recommandent que des mesures concrètes soient mises en place pour mieux les reconnaître, les valoriser et les soutenir dans différents milieux qui accueillent des stagiaires en travail social. L'autre aspect de la formation pratique touche plus nos personnes étudiantes. C'est la précarité financière des personnes étudiantes et les défis de plus en plus grands de conciliation études-travail. Donc, nos personnes étudiantes sont particulièrement touchées par l'augmentation du coût de la vie. Il y a une grande majorité de personnes étudiantes en travail social qui travaillent pour subvenir à leurs besoins puis payer leurs études. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, compte tenu du contexte socio-économique et de la pénurie de main-d'œuvre, c'est que nos étudiants travaillent de plus en plus dans les CIS, dans les SUS et dans les organismes communautaires pendant leur étude et souvent très tôt au début de leur étude. Et ils sont fortement sollicités dans leur parcours universitaire, comme je le viens de dire, pour travailler dans le réseau. Ces milieux accueillent aussi nos stagiaires en travail social, donc la pression liée à leur employabilité avant la fin de leur cursus soulève des préoccupations dans les écoles et unités en travail social. Pour nous, un stage crédité, ça doit encourager la posture de personnes apprenantes, où la réflexivité et le regard critique sont mis de l'avant et favoriser une progression aussi dans les apprentissages. Que la personne puisse, au début d'un stage, être en mode observation, aller vers la co-intervention et l'intervention autonome. Lorsque le stage se fait dans le milieu où on a aussi un statut d'employé, ça peut amener une confusion de rôle, une pression de rendement, une frontière qui est peu étanche entre le travail rémunéré et le stage. Les stages en travail social sur le stage final, entre autres, c'est quelques mois. Donc, ça entraîne des dépenses puis une réorganisation des heures de travailler et ça amène évidemment une pression au plan financier. Il faut trouver une solution pour préserver les stages comme un milieu d'apprentissage et pas accentuer la précarisation du statut de stagiaire. Alors, la proposition numéro 4, c'est vraiment de tenir un chantier avec différentes parties prenantes afin d'identifier des solutions concrètes pour faire face à la précarisation financière des personnes étudiantes, mais également aussi pour établir des balises claires afin de permettre une meilleure conciliation entre le rôle de travailleur dans le réseau et le rôle d'apprenant en stage. À court terme, on pense qu'on pourrait, avant qu'un chantier soit mis en œuvre, soit bonifier les bourses perspectives ou réintroduire la bourse persévérance. Je passe la parole à Marie-André, désolée. Merci Nathalie, Madame Aymon, Madame Volant, Monsieur Bourque, bonjour. Je vais poursuivre maintenant avec certains constats et certaines recommandations en lien avec la recherche spécifiquement. La table des directeurs et directrices reconnaît que malgré des avancées importantes en recherche sociale au Québec au cours des dernières années, force est de constater que de nombreux défis perdurent et que le contexte actuel met en péril certains de nos acquis. D'emblée, il faut reconnaître que les écoles, les unités de formation en travail social accordent une très grande importance à l'innovation et à l'avancement des connaissances scientifiques. La recherche qui est réalisée par les personnes enseignantes et nos personnes étudiantes dans nos différentes écoles et unités participe grandement à l'évolution de la discipline, à une meilleure connaissance des problèmes sociaux, mais aussi à une amélioration des politiques publiques et des pratiques sociales. En travail social, mais également dans nos projets interdisciplinaires que nous réalisons, il est important de mettre de l'avant que la recherche qu'on fait se fait souvent en collaboration avec les milieux de pratique et les personnes concernées. Cette approche collaborative, selon nous, permet d'assurer un meilleur arrimage entre les besoins du terrain et les projets de recherche qu'on réalise, permet de favoriser une plus grande appropriation des connaissances scientifiques que l'on développe, mais surtout, ces démarches collaboratives permettent de s'assurer que la voix des praticiens et praticiennes du travail social, mais aussi celle des personnes concernées par les problématiques étudiées sont entendues et considérées. Malgré la richesse des travaux qu'on fait, malgré la reconnaissance de ces retombées
Au cours des dernières années, on constate que le contexte actuel amène des défis et met en péril certains de nos acquis. On constate entre autres un accroissement considérable des démarches pouvant donner accès au terrain ou à des données de recherche, notamment pour nos étudiants au cycle supérieur, un manque de reconnaissance dans certains milieux de l'importance de la recherche, mais surtout des conditions de pratique qui se traduisent par le refus ou du moins la réticence de certains milieux à libérer du temps pour permettre la participation des praticiens et praticiennes du travail social à nos projets de recherche et également des activités de diffusion. Ce recul de l'engagement des praticiens et des praticiennes du travail social nous inquiète. Selon nous, le risque est que les chercheurs se tournent de plus en plus vers d'autres sources d'information, ce qui va avoir pour effet d'entendre de moins en moins leurs paroles, leur expérience et surtout leur expertise. Ce constat est sensiblement le même pour les personnes concernées par les problématiques sociales sur lesquelles on travaille, ceux qui reçoivent des services des organismes publics ou communautaires, ceux qui vivent les problématiques, avec qui on a de plus en plus de difficultés à réaliser nos projets de recherche. Selon la table des directeurs et directrices des écoles et unités de formation que nous représentons, ces différentes situations freinent la production de connaissances, nuisent à l'amélioration des pratiques auprès des populations hautement vulnérables et surtout privent les décideurs de connaissances nécessaires à l'amélioration des services sociaux et des pratiques. En ce sens, nous recommandons aux États généraux de souligner très clairement l'importance de la recherche dans le développement de la discipline du travail social et de sa pratique. De recommander des initiatives qui visent, j'ai envie de dire encore, mais il reste du chemin à faire, à démystifier la recherche, à mieux comprendre son rôle et surtout à amener les intervenants à intégrer de plus en plus la recherche dans leur réflexion sur leurs pratiques. Mais également, nous recommandons que les États généraux mettent de l'avant le rôle essentiel des praticiens et praticiennes du travail social, des personnes concernées à l'avancement des connaissances, et on réitère l'importance de concrètement assurer des mécanismes, des outils, des incitatifs pour favoriser la participation des acteurs concernés à nos projets de recherche. Alors, merci et au plaisir de discuter avec vous. Merci à vous deux. C'était un petit peu rapide. Je suis désolée, Madame Poirier, mais on a un bon 10 minutes d'échange avec vous. Je vais tout de suite passer la parole à mon collègue commissaire Denis Bourque. Merci de votre présentation, collègues. Sur la question des stages, ça rejoint la proposition que vous faites, rejoint une proposition centrale du mémoire des enseignants au niveau collégial de la technique. Vous avez vu ça, hein? Il propose également qu'il y ait un chantier dans lequel il inclut également de la formation qui serait standardisée pour les fonctions de supervision de stage. J'aimerais savoir si vous voyez effectivement les mêmes convergences que nous là, par rapport à vos propositions. Toutes les écoles donnent de la formation aux superviseurs. Des fois, c'est les milieux de pratique donnent la formation aux superviseurs. Mais il faut vraiment établir des conditions pour qu'ils puissent être dégagés puis venir aux formations. Fait que j'entends que, je sais pas, la formule de supervision, qu'elle soit, qu'on en ait une standard au Québec ou qu'il peut y avoir des variantes, mais toujours est-il que pour que les personnes puissent venir se former, il faut aussi des conditions. Donc, j'appuie la recommandation là, de mes collègues du collégial, mais il y a eu beaucoup d'efforts de déployer pour former les superviseurs, mais c'est aussi le maintien, la mise à jour de leurs connaissances, mais toujours en lien avec est-ce qu'on peut leur donner du temps pour qu'ils se forment aussi. Fait que j'aurais tendance à dire ça. Je ne sais pas si Marie-André, tu vas ajouter. L'enjeu, on a eu plusieurs chantiers RUIS dans nos différents établissements au cours des dernières années avec l'objectif de réfléchir aux enjeux de stage et de formation pratique. Il faut aussi ne pas oublier nos acteurs incontournables des milieux communautaires. Alors, quand on parle d'offrir des conditions de formation à la supervision, je crois qu'on le fait auprès de nos étudiants, surtout au deuxième cycle, aux étudiants gradués, mais aussi à nos superviseurs. Mais on doit s'assurer que tous les acteurs, que ce soit du milieu institutionnel ou communautaire, aient les possibilités de les suivre. Est-ce que c'est l'idée d'une formation uniforme? Je ne le sais pas. Les milieux de pratique sont très différents, très diversifiés, avec des enjeux et des besoins particuliers, mais c'est clair que ces gens-là ont besoin d'être mieux soutenus pour exercer leur rôle de supervision et qu'on doit convaincre nos travailleurs sociaux et travailleuses sociales que c'est leur rôle.
de mieux former la prochaine génération de travailleurs sociaux. Et ils ont parfois des conditions de pratique, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça, M. Bourque, qu'ils ont parfois des conditions de pratique qui nuisent à l'exercice de ce rôle-là. Sur la question plus spécifique de la rémunération des stages, peut-être qu'il n'y a pas eu consensus ou, en tout cas, vous ne vous prononcez pas là-dessus, là. Qu'en est-il? Il n'y a pas de consensus à la table des directeurs et directrices parce qu'on croit que cette discussion doit se faire dans des comités paritaires avec les étudiants. Alors, on ne croit pas que c'est une discussion qu'on doit avoir en silo de nos étudiants. Donc, nous, on prône la mise en place d'un comité paritaire avec des étudiants pour aborder toutes les prises ou en tout cas les ondes d'ombre de ce genre de décision-là. Où il y a consensus, par contre, autour de la table, et Nathalie pourra confirmer, c'est qu'on veut préserver l'espace d'apprentissage que sont les stages et que nous émettons certains... On identifie des risques qui pourraient être associés à une trop grande... mais que ça soit géré dans une démarche de ressources humaines, dans une démarche d'employabilité, dans une démarche de performance qui, selon nous, est un peu contre-indicatif là, dans une démarche d'apprentissage. Mais la précarité financière de nos étudiants, nous y sommes, nous la reconnaissons et on croit qu'il faut l'adresser de façon très convaincante. Nadine, voulez-vous sauter dans l'arène ou... Moi, j'avais de la difficulté à enlever mon micro. Moi, là, j'aimerais peut-être vous entendre sur une proposition que vous n'avez pas nécessairement abordée dans la discussion, mais je trouve quand même important, c'est la proposition numéro 1 qui met de l'avant l'importance de soutenir le développement de projets innovateurs et d'initiatives pédagogiques. Puis, j'aimerais peut-être y aller dans une perspective où on a entendu précédemment les gens qui nous ont fait une présentation sur leurs besoins peut-être d'adapter dans les milieux autochtones, formation pour avoir l'opportunité de faire partie d'une ordre professionnelle ou d'avoir une reconnaissance à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Bien, on a convenu que les professeurs et les professeurs et professeurs des différentes unités et écoles, on collabore beaucoup ensemble pour des projets de recherche, mais peu sur des projets pédagogiques. Et on pense que c'est une voie d'avenir intéressante parce que les écoles, chacun a des couleurs, des expertises qu'on ne peut pas avoir dans toutes les écoles. C'est impossible. Là. C'est pas illimité le nombre de profs qu'on peut engager. Donc, dans cette perspective-là, puis celle qui concerne les personnes, les peuples autochtones, bien, il y a des universités qui ont développé déjà des choses très intéressantes, plus adaptées avec et pour les personnes autochtones parce qu'ils sont dans des environnements qui sont propices parce qu'ils ont une proximité. Alors que si on essaie à chacune des universités de développer des contenus de pointe sur des nouvelles problématiques émergentes, des phénomènes émergents, on n'y arrivera pas. Mais si on se met ensemble, il y a certainement des projets, des contenus, des formations d'appoint sur des éléments que certaines expertises sont présentes dans les écoles, mais l'expertise n'est peut-être pas là ailleurs et on pourrait partager. Et au fond, ça serait nos personnes étudiantes qui en bénéficieraient, peut-être aussi des praticiens, de pouvoir avoir parce qu'on est toujours dans des formations généralistes, mais on sait bien qu'à un moment donné, il faut aller plus loin que les compétences ou les connaissances qui sont plus transversales qu'on enseigne. Il y avait cet intérêt-là. On pense que c'est une voie qui est intéressante pour pouvoir aller plus loin au niveau de l'enseignement. Madame Poirier, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Peut-être juste dire que la table provinciale des directeurs et directrices a aussi ce rôle de créer un espace de discussion et d'échange, entre autres sur la formation, mais que développer ce genre de projet-là ne peut pas se faire sans soutien financier parce que ce sont des initiatives, si on veut pouvoir les faire traverser à travers toutes les écoles de travail social du Québec. Donc, le développement d'un portail, par exemple, d'outils de formation pédagogique ou des choses comme ça. Mais il y a des besoins. Comme on finance la recherche, on pourrait financer ce genre de projet d'initiative pédagogique. Écoutez, moi, j'ai été assez soulevée par votre désir de pointer du doigt la précarisation financière des étudiants. Et je me demandais jusqu'à quel point
j'ai beaucoup aimé un aspect de votre présentation où vous parlez de leur tiraillement entre le fait qu'ils sont aux études et déjà happés par le système, donc rétribués en même temps, et donc la portion congrue du stage qui devient quelque chose de compliqué à faire entrer à cause du changement, appelons ça de paradigme ou autre, où est-ce que tu te retrouves à faire un travail en même temps qu'en principe, tu es en formation. J'aimerais ça que vous creusiez cet aspect-là j'ai bien lu votre recommandation, mais comment les États généraux pourraient véritablement utiliser leur levier pour un peu diminuer cet état de fait. Nathalie, je te laisserai poursuivre après, mais je pense qu'il y a 2 pistes sur lesquelles il faut travailler. La première, c'est d'envoyer un message clair. Je vais dire aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi peut-être aussi à certains organismes communautaires, que les enjeux de formation sont des enjeux d'enseignement et de recherche et non pas des enjeux de ressources humaines. En ce moment, dans nos établissements, tout le volet stage est de plus en plus dirigé vers les directions de ressources humaines qui ont une logique d'employabilité qu'on comprend, mais qui ne fait pas sens selon nous à notre mission universitaire. Donc, redonnons les lettres de noblesse à l'apprentissage, remettons l'apprentissage dans des conditions qui permettent de l'exercer, c'est-à-dire un caseload diminué, pas une pression à la performance, une diversité d'actes professionnels et non pas les actes professionnels qui sont exigés par certaines situations. Donc, permettre à nos étudiants une flexibilité de contact avec plusieurs populations, plusieurs clientèles qui vont un peu à l'encontre en ce moment là, de certaines façons de structurer le travail, entre autres dans les établissements. Et je pense aussi que concrètement, nous avons les bourses Perspectives Québec, qui est une avenue intéressante, qui est une avancée intéressante, mais qui ont mis fin aux bourses de soutien au stage, qui étaient les bourses de persévérance que nos étudiants recevaient quand ils étaient en stage. Pourquoi ne pas permettre un cumul de ces bourses, ramener les bourses de persévérance en stage ou pourquoi pas doubler les bourses perspectives pendant la période où les étudiants sont en stage, ce qui leur permettrait de diminuer peut-être quelque peu leurs heures travaillées et mettre une espèce de frontière peut-être un peu plus imperméable entre leur rôle d'employé et leur rôle d'étudiant. Voulez-vous rajouter quelque chose? Il nous reste quelques secondes, Madame Dely. C'est sûr aussi que ce qu'on observe, c'est la fatigue des étudiants parce que si tu es en stage et tu travailles en même temps en intervention, faire 50 heures d'intervention par semaine, c'est pas nécessairement c'est difficile. Là. Et donc, des fois, ça met en péril le stage. Donc, on a à travailler avec ces éléments là, de conciliation avec les étudiants, mais on observe plus de détresse aussi chez les étudiants. Donc, il y a des avantages à travailler en même temps que les études, d'avoir déjà un regard sur la pratique. Là, c'est intéressant, c'est peut-être plus formateur qu'aller travailler dans un restaurant, mais il y a un moment donné, il y a le dosage qui est pas là. Là. Mm-hmm. Bien. Ça va, collègue commissaire? J'ajouterais juste un point rapidement. On a entendu beaucoup parler du phénomène de l'omerta dans le réseau public depuis le début de nos travaux. Et je serais porté à penser qu'il y a peut-être une partie là-dedans d'explication dans la difficulté de rejoindre le terrain au niveau de la recherche. Et je pense qu'on va faire le lien entre les deux. Ouais. Merci. Il ne faut pas oublier non plus l'accès aux populations vulnérables. Oui, on a les praticiens, bien entendu, mais les populations vulnérables ou en tout cas les populations plus difficiles à rejoindre, tous les obstacles d'accès ont aussi un impact sur le fait de pouvoir porter leur voix, ce qui est la mission du travail social. Absolument. Merci beaucoup à vous deux, donc Mme Dely-Colli et Marie-Andrée Poirier pour cette présentation vraiment intéressante. Alors, bonne continuation. À vous aussi. Merci de votre écoute Merci. Et bonne poursuite de vos travaux. Merci beaucoup. Merci.